il est temps que je vous parle de mes plus grosses erreurs dans l'investissement. Certaines erreurs ne m'ont pas coûté grand chose, d'autres quelques centaines d'euros, mais les plus graves m'ont coûté quelques milliers d'euros. Alors autant en discuter ensemble pour en tirer des conclusions et vous éviter des pertes inutiles. Par ailleurs, il est à noter que c'est la seconde erreur qui m'a incité à créer le site Investissement Facile et qui fait que je suis présent aujourd'hui devant vous. Mais avant de commencer, je suis heureux de vous présenter la toute première sponsor de la chaîne Investissement Facile, c'est-à-dire de vous parler en première partie de vidéo d'un produit d'investissement que certains connaissent ici, c'est Realty. Realty est une société américaine d'immobilier fractionné qui vous propose d'investir dans des maisons et des immeubles au travers des États-Unis, plus récemment du Panama, et qui travaille également à s'établir en France. Le cœur de métier de Realty, ce sont bien les villes de Détroit et de Chicago. Alors de nos yeux d'Européens, ça peut sembler particulièrement risqué. Il faut savoir que les fondateurs de Realty sont des spécialistes de ces marchés. Et qu'en plus de cela, vous pouvez assez largement diversifier sur la solution, puisque aujourd'hui, plus de 300 propriétés ont été fractionnées, voire même, on peut dire, tokenisées, puisque Realty est assez lié à la blockchain. Le fait de pouvoir investir dès 50 $ vous permet de vous construire un portefeuille diversifié et de réduire les risques de vacances locatives, mais aussi qu'un problème sur une de vos propriétés vienne plomber la performance globale de votre portefeuille. Et le niveau de risque que peut représenter les villes de Détroit et Chicago qui n'ont pas une très bonne image ici en France est quand même largement rémunéré avec des propriétés qui vont généralement de 7 à 11% de rendement et sur Détroit, on est même plutôt entre 9 et 11%. Pour avoir plus d'informations et plus de détails sur mon analyse, je vous invite à aller sur le site de Realty par le lien qui sera en commentaire et en description. Passons maintenant à mes erreurs que nous allons parcourir dans un sens relativement chronologique, puisque finalement on va commencer par mes débuts dans l'investissement qui datent de, alors j'ai plus la date exacte, mais 2013-2014 pendant lequel j'avais un compte titre ordinaire qui me permettait d'investir en bourse. J'avais mis quelques milliers d'euros et la première erreur et la première histoire, c'est que j'ai fait n'importe quoi simplement. Comme toute personne qui commence l'investissement sans se renseigner particulièrement, j'ai mis 80% de mon portefeuille sur une seule action. Alors, bien m'en a pris puisque cette première action que j'ai achetée, LDLC, à ce moment-là, a eu la gentillesse de presque doubler en quelques mois. Et donc, j'ai retiré l'ensemble de mes bénéfices à ce moment-là et j'ai réinvesti avec la même proportion sur une autre société qui m'a fait reperdre tout ce que j'avais gagné. Cette première erreur, on pourrait en tirer déjà énormément de leçons. La première, c'est que j'ai eu une bonne idée en commençant sur un actif que je maîtrisais particulièrement. C'était une société que je connaissais, dont j'étais client, et ça peut être une bonne idée de commencer sur des actifs et d'investir sur des actifs avec lesquels on est à l'aise. Que ce soit déjà pour développer une certaine affinité, puisque finalement, ça va nous prendre un peu de temps, donc autant avoir un petit peu de plaisir à regarder l'investissement, mais aussi par le fait que j'étais peut-être mieux informé que l'investisseur lambda sur cette société-là. Le problème, c'est qu'à côté de ce choix d'avoir investi sur une société que je connaissais particulièrement, tous les autres paramètres étaient mauvais. Et donc, il faut bien sûr ne pas concentrer 80% de son portefeuille en bourse sur une seule société. Ça me paraît aujourd'hui évident, et ça doit paraître évident à beaucoup de monde, mais pensez à diversifier votre portefeuille. Alors que ce soit au travers de 10, 15, 20, 30 sociétés, ou par exemple passer plus simplement par les ETF qui permettent directement d'investir dans un panier d'actions. Un autre point, c'est que j'avais commencé à investir sans même réfléchir à mes objectifs d'investissement et à de quand j'aurais besoin d'argent. Alors, il se trouve que j'ai pas eu nécessairement besoin de l'argent tout de suite, mais il faut avoir en tête que lorsque vous investissez, dans votre vie, vous allez avoir des besoins d'argent à un moment régulier. Si vous êtes plutôt jeune, il y a un moment où vous allez peut-être vouloir acheter un appartement, puis une maison, puis peut-être aussi faire le voyage de vos rêves qui va vous demander de mettre de côté un peu avant. Et donc à partir de là, vous savez à quelles échéances vous avez besoin de liquidité. En ayant connaissance de ces échéances, vous pourrez définir le niveau de risque. Plus on aura une échéance lointaine, plus vous pourrez avoir une poche d'investissement risquée. Mais si vous avez besoin de votre argent dans 2 ans, dans 3 ans, il va falloir mettre une poche d'investissement qui sera peu risqué et relativement liquide, c'est-à-dire que vous pourrez récupérer assez facilement votre argent. Ma deuxième erreur, c'est lorsque je me suis remis à l'investissement, puisque cette première expérience m'a quand même bien échaudé. On parle quand même de quelques milliers d'euros gagnés puis perdus,
Et donc, le fait d'être échaudé m'a un petit peu refroidi pendant quelques années. Et quand je suis revenu à l'investissement, notamment sur le crowdfunding, j'ai fait une erreur qui a conduit à la création d'Investissement Facile. C'est le fait que je me sois fait arnaquer. C'est-à-dire qu'il y a une plateforme qui a pris mon argent et je ne l'ai plus jamais revu. Et finalement, cette arnaque n'était pas aussi grossière. C'est-à-dire qu'en plus, une partie de l'activité de la plateforme était légale et les rendements étaient entre 12 et 14%. Mais ce qui finalement, quand on réfléchit, est un peu élevé, mais correspond à un standard de risque qui était assez élevé aussi, c'est-à-dire que j'investissais dans des pays européens de l'Est avec cette plateforme. Malgré tout, j'en tire des enseignements et depuis, je fais très attention. Premièrement, comment j'ai investi dans cette société? C'est en passant uniquement par des avis de blogueurs. C'est-à-dire que des blogueurs en disaient du bien. Et j'ai compris un petit peu le mécanisme sous-jacent qu'il y avait derrière tout ça. C'était une plateforme qui rémunérait particulièrement bien les personnes qui parlaient d'elle. Et donc forcément, ils étaient incités à en parler de manière positive. C'est exactement ici que l'idée d'Investissement Facile m'est venue. Et c'est pour ça que je suis cash sur certains produits que je n'aime pas particulièrement et que je considère comme mauvais. Même si je pourrais très bien avoir un code de parrainage chez eux et vous dire c'est très bien et gagner de l'argent. Ce n'est pas la philosophie d'Investissement Facile et elle vient exactement de là. Ensuite, dès lors qu'on vous parle de rendement relativement sécurisé et supérieur à 12% par an, je vous invite à être extrêmement prudent. La performance historique de la bourse est autour de 8% par an pour vous donner une idée. Donc quand on vous dit on peut faire beaucoup mieux que la bourse avec un niveau de risque qui est relativement faible, faut commencer à se poser des questions. Et je ne parle même pas des arnaques qui vous disent gagner 1% par jour. Il n'y a aucun monde où ces arnaques fonctionnent. Il n'y a aucun monde où vous pouvez en profiter. Et plus globalement, il faut faire attention lorsque l'on va sur des plateformes, à savoir si ces plateformes ont la confiance des investisseurs depuis de nombreuses années et ou sont également agréées par une autorité compétente. Dernier point, ne croyez jamais aux promesses de rendement élevé sans risque. Plus le rendement est élevé, plus le risque est élevé. C'est assez mathématique dans l'investissement. Alors, c'est pas forcément une courbe linéaire, mais du coup, il faut aller sur les investissements les plus risqués avec des enveloppes un peu moins importantes et surtout en ayant en tête qu'on peut perdre la totalité de nos investissements assez rapidement. Pour l'erreur numéro 3, c'était surtout pour vous parler d'un phénomène que j'observe dans des périodes d'euphorie, notamment autour de la crypto-monnaie et de la bourse, mais j'ai jamais eu l'occasion de faire des grosses erreurs de ce point de vue-là. Alors oui, j'ai déjà fait un tout petit peu de levier sur des positions assez faibles, notamment en crypto-monnaie. De manière générale, la consigne que je donnerais, c'est ne jamais faire de levier sur un investissement volatile. J'entends par là, par exemple, la bourse et les crypto-monnaies qui sont les plus gros représentants. Ne jamais faire de levier. C'est plus simple. Voilà, vous posez même pas la question. Ça amène généralement à prendre un niveau de risque que vous n'êtes pas prêt à prendre. Prenons des exemples assez récents. Le marché des crypto-monnaies, après avoir connu une hausse fulgurante, a perdu 80% en quelques semaines. J'ai une position sur une action qui a perdu 60% en une journée. Donc, ne serait-ce qu'un levier de 2, vous faisait perdre l'intégralité de la somme investie sur cette action. C'est pour vous donner un ordre d'idée, et il est régulier en ce moment de voir des actions qui sont assez volatiles faire du moins 10%, moins 20% à la journée. Donc vous vous retrouvez, si vous avez un levier, par exemple une baisse de 10% avec un levier de 5, et bien vous vous retrouvez avec une perte de 50% de votre position. C'est donc à proscrire dans ces cas-là. Le seul cas où le levier est intéressant, ce sont sur des marchés plus stables comme l'immobilier. On sait très bien qu'il y a peu de chances que votre bien immobilier perde 50% et en plus, vous allez tirer un revenu récurrent de votre bien immobilier parce qu'il sera loué. Et malgré tout, il faut éviter de se surendetter en immobilier puisqu'il faut aussi avoir en tête qu'il faut avoir la capacité de rembourser les emprunts même si les revenus en face ne permettent plus de les rembourser complètement. La quatrième erreur fait écho à la première qui est de se lancer sans comprendre ce que l'on fait. De manière générale, dans un bon portefeuille, il faut éviter de prendre ces risques inutilement puisque finalement ils vont vous rapporter assez peu. Alors certes, il y a une typologie de personnes qui aiment bien tester pour apprendre. Et à ce moment-là, si vous êtes de ce type de personne, prenez des montants assez insignifiants. Par exemple, pour comprendre tout ce qui est blockchain, crypto-monnaie, allez poser 10 €, 50 € sur une blockchain sur laquelle il y a peu de frais, comme par exemple la blockchain Polygon, et vous pourrez ainsi tester de nombreux protocoles et comprendre le fonctionnement derrière ceci. Mais le message important, c'est de bien comprendre un investissement pour investir des sommes qui sont plus significatives. La leçon est assez évidente, c'est qu'il faut se former
avant d'investir. Alors là, je ne vais pas vous vendre une formation à 1997 € comme peuvent le faire beaucoup de monde. Je vais juste vous dire d'aller sur le site d'Investissement Facile, puisque notamment sur le crowdfunding et la bourse, je commence à avoir un certain nombre d'articles, aussi sur le PEA, sur l'assurance vie, bref, il y a tout un ensemble d'articles qui vont vous permettre de vous donner les bases. Et plus globalement, si vous allez sur Internet, vous allez trouver des chaînes YouTube et du contenu gratuit partout. Une erreur que je pense ne jamais avoir fait, c'est se laisser submerger par ses émotions et se laisser guider par ses émotions. Mais je tenais à parler de cette erreur parce qu'elle est extrêmement courante dans l'investissement. Qui n'a jamais entendu un proche dire « Oh là là, j'ai investi en bourse et puis malheureusement ça a baissé de 20%, j'ai paniqué, j'ai vendu et puis c'est la faute à la bourse, c'est de la merde ». C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. S'il y a une baisse du marché, il suffit de dézoomer, de regarder un peu plus long terme et de voir que finalement, si on regarde à 20 ans, à 30 ans, la bourse connaît généralement une des périodes de creux assez régulièrement. Et donc, perdre 20%, il faut être capable de les encaisser. On peut tirer 2 leçons, c'est que la peur est votre ennemi et que si vous êtes affecté avant de prendre une décision, prenez du recul. Alors, selon les personnes, 1 heure vont suffire et puis ils vont voir qu'il y a une grosse perte sur une action par exemple et puis ils vont prendre 1 heure de recul et puis ils vont réanalyser la situation pour se dire ok c'est bon ou ok je pense qu'il y a une grosse alerte, je vends. Il y a d'autres personnes, il va falloir prendre plusieurs jours voire plusieurs semaines de recul avant de pouvoir prendre une décision. Je vous invite à prendre ce temps pour vous poser et penser à autre chose. Cette perte, c'est normalement de l'argent que vous avez investi pour le long terme, si vous êtes sur le marché boursier, par exemple. Sur le long terme, finalement, cette baisse de 20%, ce ne sera qu'un petit accroc sur votre graphe si vous continuez à investir sur les 10 ou 20 prochaines années. Bref, pensez à prendre du recul lorsque vous êtes en période de peur et ne cédez pas à la panique qui peut s'installer. Je vous invite aussi à être extrêmement prudent avec l'euphorie, notamment lorsque les marchés connaissent une période de croissance fulgurante, comme ça peut être le cas en bourse ou en crypto. On peut vite penser que l'on est un génie parce que tout se passe bien dans nos choix, alors que c'est juste le marché au global qui performe. Je ne suis pas un génie de la finance, vous n'êtes pas un génie de la finance, restons humbles et contentons-nous de prendre des décisions rationnelles et d'éliminer la performance passée de nos têtes pour nous concentrer sur des facteurs d'investissement qui sont beaucoup plus rationnels, à savoir est-ce que cette entreprise dans laquelle j'investis, est-ce que dans cette crypto-monnaie dans laquelle j'investis peut devenir encore plus importante dans le futur, est-ce que son chiffre d'affaires va se développer, est-ce que son utilité va se développer, etc. Dans cette vidéo, on n'a rien vu de sorcier, mais je pense que ces bases sont extrêmement importantes à rappeler régulièrement et peut-être que cette vidéo, vous aurez besoin de la re-regarder dans 6 mois, dans 1 an, pour vous rappeler que finalement, il y a quelques bonnes conduites assez simples et qui vont vous permettre d'éviter de perdre une partie plus ou moins importante de votre patrimoine. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.